Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être nombreux pour la présentation de ce rapport de la commission d'enquête qui avait pour but de mesurer les impacts de la nourriture industrielle sur les pathologies chroniques et également les impacts sociaux et environnementaux. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Loïc Prudhomme, je suis député pour le groupe La France Insoumise. La France Insoumise a usé de son droit de tirage pour initier cette commission d'enquête. Et c'est au titre de président de cette commission que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Alors, je vais d'abord essayer de brosser un cadre un petit peu général et dire que ce n'est pas la nourriture industrielle qui est attaquée dans son ensemble, puisqu'il n'y a bien sûr pas de discussion aujourd'hui sur la nécessité de cette nourriture industrielle transformée pour répondre à la réalité de nos modes de vie, même si on pourrait espérer les faire évoluer, comme c'est mon souhait, que ces modes de vie puissent aller vers un autre modèle d'organisation qui nous donnerait plus de place pour notamment préparer nos repas. Alors ce mode de vie, il implique aujourd'hui que nous sommes consommateurs, comme nous l'ont dit certains des experts audités, nous sommes consommateurs d'un service alimentaire qui, de fait, vient s'insérer dans d'autres services et devient une activité un petit peu secondaire dans nos vies. Alors la question qui est posée, c'est plutôt quelle nourriture industrielle? Est-elle notamment sans conséquences en termes d'impacts sociaux, d'impacts environnementaux, mais ce que vous attendez surtout, et ce que tout le monde sait d'une manière un petit peu empirique, c'est qu'il y a bien sûr des impacts sanitaires de cette nourriture industrielle. Et c'est de ça dont on va vous parler. J'aimerais faire quand même une mise au point sur cet impact sanitaire en précisant une chose. On nous a parlé d'alimentation sûre, notamment les industriels nous ont dit « mais nous, on fait une alimentation sûre ». Alors, nonobstant que cette allégation, même si elle est généralement vraie, les scandales sanitaires récents tendent à montrer que parfois il y a des accidents également dans la production d'une alimentation sûre. Et vu l'organisation aujourd'hui de la production alimentaire, ça touche tout de suite des millions de personnes. Mais c'est surtout l'opposition entre une alimentation sûre et surtout une alimentation saine. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est capable de produire une alimentation sûre qu'elle est saine pour nous et pour notre corps. Donc le constat sanitaire, de fait, il est clair, il est documenté scientifiquement et il est non contesté. C'est l'explosion des maladies chroniques liées à ce mode d'alimentation et à la qualité de ce que nous mangeons aujourd'hui. Pour rappel, le diabète c'est aujourd'hui 4 millions de personnes touchées dans notre pays. Dans les années 2000, c'était 2% de la population. Aujourd'hui, c'est plus de 5,5%. C'est autour de 5,5% des personnes touchées. Et c'est un coût social de 19 milliards d'euros par an, selon la direction du Trésor, qui, comme son nom l'indique, sait bien compter comme il faut ce que ça nous coûte. L'obésité, c'est 49% de nos concitoyens qui sont atteints de surpoids, dont 17% d'obèses. Et c'est également un coût social important, puisqu'il est chiffré toujours par la direction du Trésor à 20 milliards d'euros par an. Ce sont effectivement aussi des prévalences dans les cancers, puisque l'alimentation est la troisième cause de survenance de cancer après le tabac et l'alcool, soit de fait, dans le nombre de cas de cancer qui se révèlent chaque année, un poids de 11% à peu près des nouveaux cas de cancer. On estime ça autour de 40 000 personnes aujourd'hui qui déclarent un cancer lié à leur mode d'alimentation. Et ce sont bien sûr les maladies cardiovasculaires. Alors, autre évidence, depuis 30 ans, c'est que pour améliorer cette situation sanitaire, on a fait confiance aux engagements volontaires de toute cette filière de production alimentaire, et notamment des industriels de l'agroalimentaire, mais aussi de la grande distribution. Alors le constat, il est clair, les engagements volontaires, ça ne fonctionne pas. Et là, je voudrais quand même porter un coup de gueule et c'est de dire que quand on est à ce niveau de connaissance des méfaits de la nourriture industrielle, quand on est face à une grande distribution, face à des industriels de l'agroalimentaire qui usent de processus pour le moins discutables en termes de marketing, qui nous font croire que s'alimenter ne coûte pas cher, et puis surtout que l'on a des gouvernements et des politiques qui, depuis des décennies, font mine de ne pas savoir ou de ne pas comprendre. Moi, j'appelle ça, au sens étymologique du terme, une association de malfaiteurs.
Voilà, on sait ce que c'est que de faire des bienfaits par l'alimentation. Là, on a exactement l'effet inverse. Alors nous sommes les cobayes des essais cliniques, en fait, de cette production alimentaire industrielle de basse qualité. C'est un essai clinique à grandeur réelle, et je viens de vous faire la liste des effets délétères en termes de santé publique. Alors, une fois ce constat fait, et à l'issue des 40 auditions, pour aller droit au but, j'ai, moi, quelques priorités à vous présenter sur les actions à mettre en œuvre. Michel Crouzet, la rapporteure de la commission, pourra compléter utilement ou préciser sur certains points. La première chose, c'est limiter les apports de sel, de sucre et d'acides gras, qu'ils soient des graisses trans ou des acides gras insaturés dans notre alimentation, et limiter ces apports par la loi. Puisque je vous l'ai dit, les engagements volontaires ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise des seuils qui sont très précis. Pour le sel, c'est 5 grammes par jour. Pour le sucre, c'est 25 grammes par jour. Aujourd'hui, dans notre ration alimentaire, nous sommes 2 fois au-dessus de ces seuils. Donc il est temps d'agir d'une manière résolue. Et donc je pense, et j'ai plaidé pour que la loi, et donc le législateur, encadre fermement ces taux-là pour pouvoir les ramener à ce qui est préconisé par l'OMS. La deuxième chose, c'est la lutte contre l'extension infinie de la nourriture ultra transformée, des produits ultra transformés dans notre alimentation, avec le problème du cracking, excusez-moi pour l'anglicisme, en fait, qui est la décomposition, recomposition des produits alimentaires. Aujourd'hui, avec des produits de base que l'on peut décomposer en sous-briques élémentaires, on s'aperçoit qu'avec 1000 de ces briques élémentaires, l'industrie agroalimentaire est capable de produire 500 000 aliments différents. Alors, le corollaire de cette pratique du cracking, c'est que quand vous utilisez les mêmes ingrédients pour produire d'un côté les céréales du petit déjeuner de vos gamins ou la saucisse du midi, il faut ajouter massivement des additifs pour différencier ces produits en termes de goût, en termes de couleur, en termes d'odeur. Donc on va avoir aujourd'hui, par cette alimentation ultra transformée, la présence massive d'additifs dans notre alimentation. Ils sont aujourd'hui 338 autorisés dans notre alimentation. La question, c'est que beaucoup sont déjà controversés. Il y a des études pharmacologiques, il y a des ONG qui ont travaillé là-dessus, il y a de la bibliographie internationale qui existe. Ces additifs sont très controversés. Le problème aussi, c'est que s'ils sont controversés un par un, on n'a aucune connaissance aujourd'hui des effets cocktails. L'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments n'est pas capable de produire des études sur les effets cocktails, puisque l'on retrouve aujourd'hui dans notre alimentation des cocktails de 10, 20, on a pu voir même jusqu'à 30 additifs dans une préparation alimentaire. Donc ça pose un réel problème, et ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait du principe de précaution. Donc moi je dis d'une manière forte, il faudrait déjà que cette liste, on la réduise à la liste des additifs qui sont autorisés aujourd'hui dans l'alimentation sous label agriculture biologique. On redescend déjà à 48 additifs autorisés dans ce label. Nonobstant le nitrite de sodium qui fait partie de ces 48 et qui est aussi controversé, qui conviendrait de sortir rapidement. Donc on pourrait se limiter à 47 additifs et ça serait déjà un très bon point de départ pour améliorer la qualité et le caractère sain de l'alimentation industrielle qui nous est proposée. Une autre des pistes importantes que je souhaite soulever, c'est sortir de la désinformation et du marketing, de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, avec notamment ce que l'on appelle les allégations nutritionnelles. Alors vous connaissez tout ça, c'est ce qui est marqué sur les paquets de tous ces produits marketés que l'on achète en grande surface, participe à vous amener du tonus musculaire, est une source de vitamine D. Voilà, on pourrait aller faire une liste très très longue, il y a beaucoup de choses qui existent. Ces allégations nutritionnelles, elles profitent d'une inaction de la Commission européenne qui devait éditer depuis plus de 10 ans déjà des profils nutritionnels permettant d'avérer que ces allégations ont une réalité dans la qualité des produits. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien, sans doute pas du côté des industriels qui ont dû faire un lobbying acharné pour que ces allégations et ces profils nutritionnels ne soient pas publiés par la Commission européenne. Donc ça, c'est un problème de désinformation grave, il me semble, aujourd'hui, pour pouvoir s'y retrouver dans la jungle de cette alimentation.
Enfin, quelque chose qui a aussi attrait avec l'information et l'éducation, c'est la publicité pour les produits alimentaires s'adressant à nos enfants. Alors là, je vais être très clair là-dessus. Pour moi, il est impératif, urgent, d'interdire cette publicité sur tout type d'écran, que ce soit des écrans télé, des écrans d'ordinateur, aussi au travers de ce qu'on appelle les advergames, excusez-moi encore pour l'anglicisme, c'est parfois des jeux qui sont destinés à nos jeunes enfants dans lesquels il y a de la publicité cachée pour des produits. Il est urgent d'interdire cette publicité et moi je vais être très coercitif là-dessus. Je proposerai que de 7h à 22h, cette publicité soit interdite à destination des enfants. Alors on nous a reproché, quand on a proposé cette mesure, elle a été évoquée au moment de la loi agriculture-alimentation, que ça pouvait coûter 600 millions d'euros aux finances de l'audiovisuel public. Peu me chaud, du coup, c'est aujourd'hui, pour les gamins, nos gamins de 3 à 10 ans, c'est 6 millions de gamins, c'est 100 € par tête de pioche. Donc moi, je m'interroge, est-ce que la santé de nos enfants ne vaut pas mieux que 100 € qui seraient manquants à l'audiovisuel public? Donc ça, c'est quand même une question qui me paraît essentielle, et c'est réellement une volonté politique que d'en finir définitivement avec cette publicité à la télé. Alors, on me dira que ce n'est pas possible, mais je rappelle quand même qu'il y a un précédent sur ces interdictions strictes et fermes. La loi Evin a su le faire pour une question de santé publique. Donc on est sur le même registre, et donc il faut absolument que les choses avancent de ce côté-là. Enfin, toujours sur l'éducation de nos enfants, et ce que je disais, est-ce qu'ils ne valent quand même pas la peine qu'on s'occupe enfin de leur santé? C'est la place aussi dans les programmes scolaires de l'éducation à la nutrition. Et là, c'est des préconisations aussi que l'on fait au niveau du rapport. J'aurais envie d'avancer un petit peu plus loin et de proposer qu'il y ait 1 heure d'éducation à la nutrition qui soit incluse dans les programmes scolaires de la maternelle jusqu'à la fin du collège. C'est quand même un investissement qui me semble minimum pour préserver aujourd'hui la santé de nos enfants, mais la santé aussi dans l'avenir, parce qu'on voit que la prévalence de l'obésité, c'est un enfant sur 5 aujourd'hui. La prévalence du surpoids, c'est 1 enfant sur 5, et donc après on voit que ça se répercute dans l'obésité dans la population adulte. Enfin, pour finir sur une note un petit peu plus optimiste, parce qu'il y a aussi des propositions de construction de solutions alternatives, je voulais évoquer les projets alimentaires territoriaux qui nous semblent être une échelle d'action intéressante pour changer ce modèle d'alimentation et la façon dont on organise et dont on reconnecte aussi l'alimentation et la production agricole. Ce sont des projets qui existent aujourd'hui, mais qui sont trop peu nombreux, qui sont juste soumis à la bonne volonté de quelques collectivités territoriales et qui visent à organiser autour de producteurs locaux l'approvisionnement notamment des restaurations collectives scolaires en priorité, avec des produits locaux, souvent sous label de qualité et de proximité en circuit court. Donc moi je pense que là-dessus, il y a un manque sur ces projets alimentaires territoriaux, et ce manque, c'est des fonds dédiés, des fonds nationaux. Et là, je vais un petit peu plus loin que les préconisations que vous pourrez trouver dans le rapport. Je pense qu'il faut qu'il y ait un fonds dédié national qui permette le développement de ces projets alimentaires territoriaux. Et que ces projets alimentaires territoriaux soient également soumis, ou en tout cas sous la coupe d'un pilotage local, qui resterait à discuter, qui pourrait être ici d'un niveau régional ou là d'un niveau départemental. Nous en discutions encore ce matin avec les membres de cette commission d'enquête. Donc voilà ce qui est ma vision de ce que doivent être les urgences aujourd'hui pour changer cet état de fait et le fait que la nourriture aujourd'hui nous cause des problèmes de santé publique. Le rapport, bien sûr, contient, je l'ai évoqué, beaucoup d'autres propositions qui dessinent une vraie politique de l'alimentation cohérente et